Les hôtels vent la mer, les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les évolés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marins dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Donne-moi les paroles. Et bonjour à tous, messieurs, dames, les amis, 16h48, le Juste Bistrot, il est l'heure, on est mercredi, c'est farce tranquille, on le sait, c'est le rendez-vous incontournable, et en attendant, on est ensemble dans le Juste Bistrot pour papoter, pour décortiquer tout ça. Juste Bistrot, nouvelle formule. Ah, je vais vous raconter, j'ai eu une envie de changement, ça c'est un truc classique, je viens de me faire le maillot, j'ai fait un ticket de métro, j'avais envie de changement. Voilà, je vous le dis tout de suite, je vais vous expliquer, alors bon, changement... Voilà, ça va rester le même esprit, mais vous allez voir, il va y avoir de la structuration. Mais pour l'instant, installez-vous confortablement, les amis, pour cette nouvelle émission. Voilà, dans ce monde calme, dans ce monde détendu, où les courbes de France Info sont magnifiques. Les courbes attirent l'attention plus que jamais. On va parler de ça, évidemment. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, alors, pas de faux suspense parce que c'est pas non plus une révolution, hein, on va pas faire non plus des cours d'acrobranche au milieu de l'émission, vous inquiétez pas, mais j'avais envie de structure. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hier j'ai percuté sur ça, je me suis dit ça va pas. Je me suis dit ça va pas. Mince, attends, voilà, ça marchait pas. Hier, je me suis rendu compte, on tournait en rond.
Parce que j'ai parfois un gros sujet, puis avant j'ai 2 petits trucs comme ça un peu pêle-mêle, puis on tourne en rond sur certains sujets. On répète beaucoup les mêmes choses, donc je vais mieux structurer les émissions du Juste Bistrot maintenant avec, il y aura toujours l'actu pêle-mêle, vous le savez, avec les petites séquences un peu sympas. Il y aura ensuite un découpage avec des grandes fenêtres. Actu internationale, actu nationale, actu culturelle. Il y aura, voilà, et quand il y aura des gros morceaux, parfois ce sera greffé au milieu de tout ça pour qu'on puisse balayer beaucoup plus de sujets. Parce que j'ai l'impression que parfois on tourne en rond. Ouais, j'avais envie de changement. Voilà, j'avais envie de changement, qu'on parle de plus de sujets différents, à l'assaut juste milieu évidemment, mais voilà, avec plus de rigueur, plus de structure. Ça partait en couille. Il fallait recadrer tout ça. Mon côté Pascal le grand frère a pris le dessus. Donc voilà, vous allez voir, on va parler de plus de sujets, on va caresser plus de thématiques, et ça c'est important de caresser de manière générale. Donc voilà, je vous l'avais dit, le changement c'est pas ouf, voilà. On est au niveau, le changement c'est maintenant de François Hollande. Mon ennemi c'est la finance, et finalement, derrière, c'est Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires, tu vois. Donc on verra, voilà. Ça peut être un peu brouillon, voilà. Maintenant, tu vois, il y aura peut-être même des séquences Air Fryer, il y aura tout. Air Fryer qui est vraiment l'appareil de mon année 2025. Hein. Ça, je vous l'avais dit. C'est quand même assez extraordinaire cette machinerie. J'espère que certains d'entre vous sont passés au Air Fryer. C'est très important pour la gastronomie comme on l'aime. Il y aura des séquences gastronomie évidemment. Il y aura de tout, mais avec structure, avec maîtrise. Aujourd'hui, dans les petites séquences pêle-mêle, vous l'avez vu, je vois que tout le monde est installé, il y a tous les copains qui sont là, il y a Phil entre autres, il y a Olivier Mars 13, il y a Jojo l'astico sauteur, il y a Romano 5962, merci les amis, merci à tous. Je vois, ça charrie, vous êtes des vilains. Il y a Baldacat qui dit, rassure-nous, on aura quand même la séquence Morandini. Évidemment, dès qu'il faut cracher sur les connards, on sera là, évidemment. Non, mais pareil, il y aura des fenêtres Morandini, ça c'est sûr. C'est peut-être même tous les jours, peut-être que le changement c'est celui-là. Vous inquiétez pas, il y aura tous les classiques, voilà, c'est important. Alors, il y aura fenêtre rugby aujourd'hui. Aussi, je me le note. Vous allez voir, j'ai un pronostic, c'est pas un pronostic, c'est de la divination à ce stade-là. Et si c'est ce qui se passe, je me recycle, je quitte tout, je plaque tout, je fais mes valises, je vais vivre en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, ce sera annoncé. Alors, aujourd'hui, dans les séquences pêle-mêle, on a des petites choses. Je vous l'ai dit, alors, pour le résumé de l'émission, pour vous dire tout ce qui vous attend, on aura une fenêtre actu internationale, on va parler de Trump, on va parler du Mali, on va avoir une fenêtre actu française. Je me suis penché sur un personnage que vous voyez beaucoup dans les médias en ce moment, une sorte de Bardella avec un brushing, et il y a de quoi faire, ça va être intéressant. Et puis on aura une fenêtre culturelle, avec un bouquin qui vient d'obtenir un prix international. Je sens que vous allez vous fendre la gueule, vous allez voir, l'histoire est rocambolesque. Je vais vous parler de ce bouquin écrit par un auteur mi-anglais, mi-hongrois, si je dis pas de conneries. Vous allez voir, l'histoire risque de vous faire penser à quelque chose. Et puis, voilà un petit peu toutes les thématiques. Alors, dans les séquences pêle-mêle, évidemment, France Info pris la main dans le sac. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ces histoires de courbes, ces fameuses courbes, ce sondage France Info et Lab. Regardez, alors, ils ont réagi sur la chaîne publique, évidemment. Et voici ce qu'ils nous ont expliqué. Je vais vous montrer après la gueule du sondage. Traiter des bons, mais l'échelle du graphique n'était pas la bonne. Voici le bon graphique avec la bonne échelle et nous vous présentons toutes nos excuses pour cette erreur. Passez une très bonne soirée et à demain. Voilà, une erreur. Ça arrive, des sondages. Bon, ça arrive. Vous allez voir la gueule de l'erreur. Donc c'est un sondage commandé par France Info à l'Institut de sondage ELAB. Et c'est un sondage qui porte sur les présidentielles 2027, donc qui est le prochain escroc de la choucroute. Ils te font un sondage, 200 plombes avant, on sait pas trop qui est candidat officiellement, mais on va quand même te claquer le sondage. Et regardez, Théma les courbes, Théma les barres en l'occurrence, c'est un diagramme à barres, très précisément. Regardez-moi ça, ce qui a été diffusé sur France Info officiellement. En sachant que le sondage ELAB de base est tout à fait juste. C'est-à-dire que ça a été trafiqué par France Info directement. Parce que ce qui a été donné par l'Institut de sondage, il y avait des échelles de grandeur qui étaient respectées. Là, regardez la blague. Tu te retrouves avec
par exemple, hein, on a... qu'est-ce qu'on peut... Enfin, en fait, rien ne va, c'est ce qui est extraordinaire. Tu as Xavier Bertrand, regardez la courbe là, 5,5%, elle est au-dessus de la courbe 6% d'Éric Zemmour, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu te retrouves avec le 6,5% de François Hollande, qui est quasiment au même niveau que le 12%. Enfin, il y a des proportions qui ne sont absolument pas respectées, et tout ça a été officiellement manipulé par le service public. Voilà, en toute tranquillité, on est dans une forme de propagande maîtrisée. Moi, c'est ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont parlé d'une erreur humaine. Voilà, c'est le stagiaire. Alors, le problème des stagiaires chez France Info, c'est qu'ils sont pas au sous-sol. Donc, ils bossent pour éviter de croiser les prédateurs sexuels. Et ils manipulent les courbes. C'est quand même pas de bol. Ils manipulent les courbes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là où... je pense que de manière générale, le service public serait passé complètement à côté et n'aurait même pas pris le soin de répondre à cette affaire. On a France Info qui a réagi. Le lendemain, moins de 24 heures après, ils ont réagi pour dire voilà, erreur humaine et compagnie. Et c'est vrai qu'on en parlait hier, au moment où la BBC se fait attraper, notamment par les Américains, hein, qui ont dénoncé des manipulations, où il y a un rapport de la BBC qui est sorti pour dénoncer des manipulations de l'information, ça passe crème, comme disent les jeunes, ça passe crème. Et puis, si on prend un peu de recul sur l'histoire, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toute une frange, en fait, toute une chaîne informationnelle qu'on n'entend pas. Parce que ce genre de manipulation de sondage, imaginez 2 secondes que ça passe à la TV russe. C'est toujours la même chose. Quand on transpose à d'autres pays et d'autres situations, là on hurlerait à la manipulation. Imaginez un tel sondage manipulé sur Fox News. On aurait eu nos amis fact-checkers qui seraient sortis du bois, qui se seraient sortis les doigts pour faire un peu quelque chose et nous dire mais regardez la dictature en place qui manipule les sondages, mais mon Dieu, tout ça avec de l'argent public, on utilise l'argent des citoyens pour instrumentaliser une élection. Là on est en plein dedans. Donc on peut pas hurler à la gravité tous les jours. Au point où on en est, si vous voulez, c'est compliqué d'hurler à la gravité. On va pas inutilement ajouter de la gravité à la gravité. Mais si on met à plat la manière avec laquelle cette affaire aurait été traitée par les coupables, si j'ose dire, donc par France Info, les journalistes du service public, les fact-checkers et compagnie, mais imaginez le tonnerre, le coup de tonnerre que ça aurait été, et là ça passe crème. Et ils s'en sortent avec une erreur humaine. Une erreur humaine. Donc, pourquoi pas? Jurisprudence, erreur humaine. Mais il faudra la ressortir à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des théories du genre, il faudra se la ressortir. Mais en ce moment, je vous dis, on a des petites séquences médiatiques qui régalent de partout. Sur le service public, beaucoup. Regardez par exemple cette séquence qui a été beaucoup commentée aussi ces derniers jours. Là, on est dans le zapping. Cyril Dion, donc il n'a rien à voir avec la chanteuse. Vraiment absolument rien à voir. Il est écolo, Cyril Dion. Et il nous a fait un parallèle pour le moins original. Électoralement, c'est ça que vous laissez entendre? On est à la veille des municipales, ce sera un sujet qui sera abordé dans les villes, à n'en pas douter. Ça n'est pas porteur dans la façon dont c'est abordé, mais ça pourrait être tellement porteur. Ouais. C'est-à-dire que si on déplaçait le sujet de la sécurité en disant... En fait, est-ce qu'être en sécurité, c'est pas faire en sorte que quand on boit de l'eau au robinet, il n'y ait pas de pesticides, il n'y ait pas de polluants éternels, que quand on sort dans les villes, en fait, on ne meurt pas de la pollution de l'air, de maladies cardiovasculaires. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. Qu'est-ce qui nous rend le plus en insécurité? C'est plus porteur, l'écologie? Voilà, il y a des choix qui sont faits qui sont peut-être pas les meilleurs. Quand Emmanuel Macron nous dit sur la politique intérieure je lâche le manche, tu sens que la métaphore est pas la meilleure. Bon bah Cyril Dion qui nous dit, qui compare l'écologie et le terrorisme, enfin les victimes de l'écologie, les victimes du réchauffement climatique et les victimes du terrorisme, tu te dis bon... Pas sûr, vraiment. Tu peux défendre ta cause, il n'y a aucun problème, mais juste mélange pas tout. Hein, juste pour faire peur, comme ça, pour créer une comparaison chiffrée qui en plus n'a aucun sens. Enfin, le chiffre entre 500 000 et 1 million de personnes décédées à cause de la pollution,
j'aimerais bien connaître la source, parce que je trouve que, sans dire que c'est faux, évidemment, mais je trouve que ça se rapproche un petit peu de l'instrumentalisation des chiffres pendant le Covid. C'est-à-dire, la personne, alors elle faisait du vélo, elle a été renversée par un camtar, mais ils ont fait un test PCR à l'hôpital, elle était claquée depuis 3 heures, hein, mais elle avait le Covid. Donc, mort Covid. Tu te dis, là, mort pollution, au fond, tout le monde meurt de la pollution, dans la mesure où tout le monde évolue dans un univers malheureusement pollué, dans un environnement malheureusement pollué. Si je me pète une jambe, que j'en crève, j'ai respiré un air pollué à un moment donné dans ma vie. Donc, mort de pollution, c'est à peu près tout le monde. Enfin, il n'y a personne en France, à ma connaissance, qui évolue dans un environnement non pollué tout au long de sa vie. Ça m'étonnerait, tu vois. Donc... c'est un peu délicat, quoi. Donc le parallèle est pourri, les chiffres ont l'air quand même un tout petit peu bidonnés. Tu te dis, tu vois, les morts du terrorisme, la cause est certaine. Il y a Anarchy08 qui nous dit ça dans le chat, et je suis d'accord, qui dit... C'est surtout qu'il fait une comparaison entre une cause hypothétique et une cause certaine. Je suis plutôt d'accord avec ça, évidemment. Et c'est assez dingo, quoi. Assez dingo. Mais dans la catégorie... les dingos du climat, je peux vous dire, alors, j'en ai parlé dans la farce tranquille la semaine dernière. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que ça, c'est mon sac à dos. Voilà, ça, vous en avez rien à branler, mais il n'y a pas de problème. Regardez. Je suis en train de lire un chef-d'œuvre. On est dans l'écologie, on est dans la bêtise. Je suis en train de lire ça. Marine Tondelier, demain si tout va bien. Regardez. J'ai mon petit stylo au milieu, tu vois. J'ai pris mes petites notes, tu vois. Ça, regardez ça, je vais vous montrer. Hein. Ça, c'est les notes d'une vidéo qui arrive, qui va être historique. Je vous le dis tout de suite. J'en ris d'avance de ce que je vais vous dire. Mais vraiment, les copains, j'ai hâte. Ce sera la semaine prochaine. Parce que là, j'ai tout mon programme pour le Juste Bistrot cette semaine. Je pense que ce sera lundi ou mardi prochain. Soyez au rendez-vous. On va se décrypter le livre de Marine Tondelier. Mais c'est à hurler de rire. Parce que non seulement elle parle comme une imbécile, mais le coup de génie, c'est qu'elle écrit comme une imbécile. Enfin, comme une imbécile, j'exagère. Comme une politicienne contemporaine qui ne parle que pour faire le buzz. Le livre est identique à ça. Je peux vous dire qu'on va se fendre la gueule. Mais je lis des trucs, mais c'est à hurler de rire. Je débriefe avec Madame Milieu tous les soirs, qui a un rôle de psychanalyse d'ailleurs plus qu'autre chose. On se connaît pas dans la vie intime. Hein. J'arrive, je m'allonge sur le canapé, on parle, je vais me coucher. Hein. Parce qu'il faut élaguer toutes ces conneries. C'est énorme. Et je vous jure, c'est le genre de bouquin politique que j'adore. Parce qu'en fait, ça en dit beaucoup plus. Et autant il y a des personnages politiques dont je reconnais bien volontiers la qualité des bouquins. C'est le cas par exemple de Nicolas Sarkozy, dont les bouquins sont quand même de grande qualité. C'est le cas de Philippe de Villiers évidemment. Éric Zemmour, alors, quand il faisait pas encore de la politique, mais Destin français, le Suicide français, pardon, je trouve que c'est un très bon bouquin, qui est un bouquin de politique, mais qui n'était pas écrit par un politique. Et je vous jure, mais le truc de Tondelier, mais c'est extraordinaire de bêtises. Mais vraiment, Affida Turner à côté, c'est Marie Curie, quoi. Oh putain. Il y a un chapitre entier sur la veste verte, déjà. Mais rien que de dire ça, tu te dis, putain, c'est une blague. Vous êtes pas prêts. De toute façon, regarde, la couverture, c'est la veste verte. Hein. De toute façon, vous êtes pas prêts. Et alors, dans le chat, il y a Olivier Marstress qui dit pire que Chiappa. Je pense que oui, parce que Chiappa, faut pas oublier que ces bouquins de cul, c'était de la fiction. C'était de la fiction, et je pense que y avait un truc volontairement léger, volontairement frivole. C'est d'ailleurs la thématique. Peut-être que Scandale, qui est derrière moi, là, qui est juste là, Scandale, il y a un peu plus de premier degré, mais tu te dis c'est de la fiction. Donc à la limite, bon, elle écrit mal de la fiction, c'est une chose. Mais Marine Tondelier réussit cette performance de mal écrire sa propre vie. Et ça, c'est rare. Ça, c'est du génie. Quand ton autobiographie est aussi flinguée, parce qu'à 35 ans, de toute façon, t'as rien à raconter, et la manière avec laquelle tu le racontes, on s'en bat les reins, mais dans une dimension industrielle, je vous jure, on va se fendre la gueule. Il y a des phrases, mais je pense que je peux pleurer de rire la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, vous verrez, on va se régaler. Je vérifie dans le planning, comme ça je peux vous dire. Parce que là, t'as vu, je m'organise en ce moment. Il faut de l'organisation. Là, on devient dans le toyotisme. T'as vu ? Tac, non, rien à voir. Mais le découpage des missions là, livre Tondelier, ce sera mardi dans le Juste Bistrot, numéro 546.
Voilà, soyez là, on va se fendre la gueule, évidemment. Et la vidéo sera dispo sur YouTube dans la foulée. Ça, c'est du classique. T'as capté la méthode, tard les réseaux sociaux. Alors, dans la propagande, on continue, on était sur le service public, sur LCI également, Radio Ukraine. On a cette légère propagande. Michel Goya, consultant militaire LCI, j'ai envie de l'appeler Chantal. Parce que véritablement, il a un avis géopolitique, Michel Goya, qui n'a rien à envier à Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ben ça, c'est Michel Goya. Sur LCI, tous les soirs, écoutez ce qu'il nous a sorti. C'était pour les commémorations, évidemment, de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était hier. Et l'Allemagne qui se déchire sur la question, dont la coalition se déchire sur la question du service militaire, vous en pensez quoi? Vous, on va y venir, nous aussi Service militaire, oui, pourquoi pas, mais pourquoi faire surtout? C'est-à-dire que si on dit, nos appelés, alors on a plus 600 000 jeunes dans une classe d'âge. Par classe d'âge, oui. Nos appelés, on va les stationner en Estonie. Ils vont en Estonie, et si l'Estonie est attaquée, ils se battront. Ok, dans ce cas-là, oui, on aura augmenté notre effort. Si on dit non, les appelés, ça ne bouge pas de France. En fait, non, vous allez absorber plein de ressources pour les encadrer, les équiper, les former, qui ne seront pas utilisées ailleurs, quoi. Donc il faut être cohérent avec... Donc on n'est pas prêt à payer le prix du sang, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que oui, fondamentalement oui. Les contextes changent beaucoup les choses. Quand vous voyez les sondages, est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour la patrie? On a des chiffres qui sont très élevés, qui ne sont pas. Encore une fois, il y a 20 ans, du tout ces chiffres. Mais il y a le sentiment qu'il y a des menaces. Effectivement. On était dans la presse 68 et Woodstock. Oui. Voilà, donc alors je note ceux qui ont suivi dans le chat que effectivement Tata Yo-Yo c'est Annie Cordy. Et que ça n'a absolument rien à voir. Chantal Goya, c'est ce matin un lapin a tué un chasseur, évidemment, ou d'autres succès. Bécassine, c'est ma cousine. Je la prends dans la fourrée, bon c'est une autre version, mais voilà, là c'était Michel Goya, donc à ne pas confondre évidemment, merci pour les plus mélomanes d'entre vous, pas mélomanes, attention, hein. S'il y a des féministes qui nous écoutent, mélomane, mélowoman, hein, évidemment, tout le monde est traité à la même enseigne, évidemment c'est Chantal Goya, Michel Goya, et il s'interroge sur LCI, est-ce que les gens sont prêts à payer le prix du sang? On pose la question, et... comment dire? Allez vous faire cuire le cul quand même, parce que dans des médias, donc TF1, LCI, on rappelle groupe TF1, donc derrière c'est Martin Bouygues, vous avez des journalistes qui se pose ça, mais normal. C'est-à-dire que la journaliste, on ne sait pas qui c'est, la gondesse, Bérangère Prompteur, on va l'appeler comme ça, tu vois. Elle déboule et elle te pose la question, mais avec une légèreté. C'est-à-dire que 3 minutes après, cette même journaliste va te dire « Oui, alors tout de suite, on part en Isère pour la récolte des bolets. Philippe, notre envoyé sur place. » Donc, si tu veux, il y a une légèreté sur le sujet où tu te dis « Mais les gars, s'il vous plaît, pause dans l'émission LCI. » Vous êtes en train de poser la question si les Français sont prêts à payer le prix du sang. Mais vous êtes conscient de la question ou pas? Ça, c'est déjà première thématique. Est-ce que vous êtes conscient de la gravité de ce que vous dites? Et c'est tout le problème dans l'actualité de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange permanent entre la gravité et le comique, entre le drôle et l'horrible. C'est-à-dire que sur LCI, ils te parlent de ça et puis 10 minutes après, on parle du nouvel album de Bilal Hassani, tu vois. Mais attendez, en fait, que les Français soient payés le prix du sang, mais vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez encore ce que ça veut dire? Parce que déjà, dans votre phrase, rien ne va. Les Français, c'est pas vous. C'est-à-dire que y a une sorte d'acceptation a priori que ceux qui vont se faire crever la peau, parce que de toute façon, c'est le mécanisme des guerres contemporaines depuis le XXe siècle, ceux qui se font crever la peau, c'est pas les bourgeois. C'est pour ça que c'est une période historique qui est quand même... J'ai mon sac à dos, je butais dans mon sac à dos. Pour faire un petit parallèle et réagir là-dessus, on se fout de la gueule souvent du Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge qui est loin d'être une période d'obscurantisme, parce que déjà il suffit de comparer avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, c'était les chevaliers qui allaient se battre, c'était pas les paysans, c'était pas les plus pauvres. Ceux qui allaient se faire buter sur les champs de bataille, c'était des gens qui étaient déjà un peu plus élevés dans la société. Aujourd'hui, tu as une acceptation tacite
que les bourgeois ne vont pas se faire crever. Symboliquement, c'est la même chose avec le Covid-19. Les bourgeois peuvent manger dans des dîners secrets, des dîners clandestins, notamment organisés par cette pompe de Chalençon, tu vois. J'ai jamais compris comment ce mec-là pouvait se retrouver aujourd'hui comme une sorte de parole un petit peu dissidente. Le croisement entre Paul Naref et Pierre Palmade, faut le mettre à l'ombre. Chalençon, personne lui en a tenu rigueur de ce qu'il a organisé. C'était le symbole d'une bourgeoisie qui ne subit pas la pesanteur de la vie. La pesanteur de l'enfermement avec le Covid, la pesanteur du recul des libertés avec le Covid, la pesanteur de la guerre. Et puis, le problème aussi des bourgeois, c'est qu'ils ont, pour faire un peu de marxisme, je parle des bourgeois, mais je parle des journalistes, des journalistes TV, si vous voulez, de ces élites. Le problème de ces élites, c'est qu'ils ont tellement perdu contact avec la réalité que tu vois, la journaliste te balance ça comme ça, de payer le prix du sang. Mais attends, ma pauvre, quand t'as tes règles, tu tombes dans les pommes. Comment ça, payer le prix du sang? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, Bérangère? Enfin, je veux dire, Bérangère, t'as pété un câble, tu veux aller faire crever l'enfant de ta coiffeuse, que t'as même pas regardé, elle te met des coups de peigne, elle te fait jolie comme tout, tu connais même pas son prénom, et tu vas aller faire crever son gosse. Et calme-toi, Bérangère, tu vois. C'est lamentable. Il y a une absence totale de contact avec le réel, et qui ne fait que valider, je trouve, ce schéma-là, où c'est toujours les mêmes qui vont se faire crever la peau. Mais au moins, à une époque, tu vois, les dirigeants français qui décidaient de la guerre, et encore 14-18 déjà, c'est même plus trop ça, tu vois. Mais tu as des militaires qui étaient au pouvoir à l'époque, que ce soit De Gaulle ou même Pétain sur la Première Guerre mondiale, ce genre de personnages, quand ils décidaient de la guerre, ils savaient ce que ça voulait dire. Et même d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui l'avaient vécu, ne serait-ce qu'à travers le service militaire, ils savaient ce que ça voulait dire. Mais là, aujourd'hui, on a tellement perdu contact. Tu dis, mais attendez, à la limite, bon, vous voulez faire la guerre à la Russie. Bon, d'accord. Juste, vous venez avec nous. C'est normal. C'est gagnant-gagnant, tu vois. Venez. Et là, on peut rigoler parce que, putain, la jeunesse française, si on envoie Bilal Hassani, Jean-Jacques deal de drogue, Patrick fan de l'OM et compagnie, on va rigoler. Hein. On va rigoler parce que si on envoie ceux qu'on a envoyés au service national universel qui faisaient des flash mobs, c'est mieux qu'on fasse pas la guerre. Aujourd'hui, la France, malheureusement, je pense à une présence militaire qui nous pousse au pacifisme. Non, pas la guerre. Pas la guerre, vraiment. On va rester comme on est, tu vois. C'est ce qui est complètement dingo. Je veux dire, vous imaginez qu'à une époque, tu vois, un mec comme Napoléon, il allait sur les champs de bataille. Alors, c'est pas lui qui se battait, évidemment. Il était à côté. T'imagines Macron sur un champ de bataille? Vous avez vu, regardez, au Brésil, c'était Macron au Mexique. Il allait se promener au Mexique. Relevez le détail sur cette vidéo, je vais vous montrer. Tac, attends, c'est laquelle? Il est fier comme un paon, il est beau comme tout, regarde. Regarde-moi ça. Alors là, c'est Rachida Dati au milieu, mais merde, il est où? Regarde Macron comme il est beau. Voilà. En fait, c'est quoi ce torse de 8,50 m en fait? Comment ça? T'as un torse d'une profondeur d'1,50 m? Le mec qui met des gilets pare-balles en permanence, à se donner comme ça une contenance, un truc comme ça. Mais tu l'imagines, le couze en première ligne. Je veux dire, la dernière fois que Macron il a vu une première ligne, je peux t'assurer que c'était pas un champ de bataille, tu vois. C'est terrible. Donc le truc d'LCI, ça, à la fois ça m'a fait rire, mais à la fois tu dis putain, mais ils ont perdu contact avec le réel, ces gens-là. C'est terrible, c'est terrible. Je regarde dans le chat, les amis, ce que vous en pensez là-dessus, ce que vous me dites. Il y a qu'une Dune 73 qui dit par exemple, même pas besoin qu'eux ils viennent, mais ils envoient leurs gosses. Je me réjouis de me retrouver avec Louis Sarkozy dans une tranchée. Oh putain, t'imagines le truc. Je pense que l'humain doit être capable d'une belle violence. On doit être capable, dès la naissance, d'égorger nos propres parents. Et moi, j'aime la violence. La violence, vous savez, c'est comme une pomme verte. J'ai goûté des pommes vertes qui n'avaient jamais eu autant le goût d'une pomme verte.
Non mais gros, ça va être terrible. Oh non, non, franchement, je vous en supplie, pas la guerre. Pas la guerre, s'il vous plaît. C'est pas possible. Après, c'est vrai que t'envoies un Louis Sarkozy pour les négociations, t'es sûr que ça dure 15 ans. T'as le temps de t'organiser et de relancer ton industrie militaire. Si c'est Louis Sarkozy qui parle aux négociations, on va être pas mal. Baldacat qui dit « Tu vas encore manger un ban TikTok ?» Ah, sur TikTok, ça tient pour l'instant, ça tient. Mais les amis qui regardent sur TikTok, et d'ailleurs Facebook, Twitter, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, c'est évidemment gratuit, vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte pour regarder l'émission, c'est juste si vous voulez intervenir dans le chat, il faut créer un compte, mais n'hésitez pas parce que c'est pas impossible que TikTok ça saute, donc je préfère vous prévenir, donc voilà. Ça c'était pour cette séquence LCI qui est quand même aussi grave que rigolote, on va dire que rigolote. On a quoi d'autre? Une autre séquence toujours pêle-mêle avant d'attaquer la fenêtre internationale dans cette nouvelle structuration du Juste Bistrot. Vous avez vu, ça n'a plus rien à voir, c'est plus la même émission, c'est plus le même mec. Je me suis mis un coup de tondeuse, là, on est pas mal. Alors Caroline Fourest, Caroline Fourré d'ailleurs, plutôt on va dire Fourré dans les médias tous les jours, qui a fait carrière sur on ne sait quelle qualité. Voilà. Voilà, Caroline Fourré, elle est fourrée partout où elle peut. Là en ce moment c'est Franc-Tireur. Alors, qui n'est pas le nom de la biographie d'Harvey Weinstein, ça n'a rien à voir. C'est une revue de grande qualité. Hein. Centre intellectuel, il y a des gens comme Raphaël Enthoven, comme Caroline Fourest, c'est du très très haut niveau. Et Caroline Fourest nous a fait un raisonnement, elle s'est posé la question, alors ça va être 4 minutes de bonheur, hein, je vous l'annonce tout de suite. Regardez le titre de la vidéo. Un média qui appartient à un milliardaire peut-il être libre et indépendant? Bonne question, Caroline. Quelle est ta réponse? C'est une grille de lecture que vous devez entendre assez souvent. Et je pense que si je travaille pas moi-même dans la presse, elle me parlerait. C'est-à-dire que souvent, des groupes qui se battent pour une meilleure justice sociale ont tendance à tout lire au travers de cette grille de lecture et donc se disent, au fond, si la presse n'est pas entièrement favorable à LFI, par exemple, c'est parce qu'ils sont des fois financés par des milliardaires. C'est très séduisant comme explication, mais alors c'est totalement délirant. D'abord, il y a milliardaires et milliardaires. Tous n'ont pas les... Voilà, il y a le bon milliardaire. Alors voilà, elle a raison, Caroline. Moi, je rebondis. Hein. Il y a le bon milliardaire. Il achète des médias, bon, pour tromper l'opinion, bon, oui, pour pousser un agenda politique, oui, pour défendre ses intérêts, mais il est bon. Il est intrinsèquement bon. Et t'as le mauvais milliardaire. Il achète des médias et le pognon... En veux-tu, en voilà, bam, allez, bim, il achète des médias, il triche, il défend ses intérêts, il déroule un agenda. C'est pareil, mais c'est le mauvais milliardaire. Il est mauvais. Et regarde ce qu'elle nous dit, Caroline. J'ai un peu spoilé parce qu'en substance, ça risque d'être pareil. Mêmes opinions. Et pour vous dire la vérité, moi, par exemple, je suis pas sûr de connaître les opinions de Daniel Kretinsky, qui détient un des plus gros groupes de presse de France. Ça va alors. CMI, qui possède plusieurs titres, dont Elle, dont Marianne et dont Franc-Tireur. Et en vérité, je ne le sais pas parce que je n'ai quasiment jamais parlé avec lui. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie lorsque je siégeais au conseil de surveillance. C'était avant la création de Franc-Tireur et je ne l'ai jamais revu depuis. Parce qu'on est très libre à Franc-Tireur de travailler exactement comme on veut. La ligne éditoriale, c'est la nôtre, c'est celle qu'on pense avec Raphaël Enthoven, c'est celle qu'on pense avec nos rédacteurs. C'est notre humeur toutes les semaines et puis tout simplement parce que la presse, ça a un tel rythme, un tel débit, je ne sais pas qui pourrait en fait vraiment contrôler un titre de presse au quotidien ou même de façon hebdomadaire à moins d'y passer sa vie. Et généralement, ces hommes-là sont très occupés. Mais bien sûr, vous avez un contre-exemple. C'est celui de Vincent Bolloré, qui, pour une fois, a donné corps en fait à ce fantasme de se dire c'est l'actionnaire de titres de presse qui dicte la ligne éditoriale. Moi, j'avais toujours connu des groupes où honnêtement, les journalistes ne savaient pas du tout quelle était la ligne au-dessus, parce qu'on ne leur donnait pas de consignes, parce qu'ils étaient libres de faire leur boulot, et ils n'en rendaient des comptes qu'à leur rédacteur en chef, avec qui ils avaient des discussions, article après article, sur le fond, mais pas du tout liées à des consignes venant d'en haut. Peut-être que ça existait, mais en fait, les journalistes, souvent, en sont protégés. Ils ne le ressentent pas vraiment. Mais dans le cas de Vincent Bolloré, on doit avouer que là, on est devant un capitaine d'industrie qui, de façon très décomplexée, très franche, assume d'intervenir dans les titres dont il dispose. Même des fois, on n'est pas sûr qu'il intervienne vraiment, mais il a nommé des gens qui font tellement du zèle qu'il, quelque part, devance ce qu'il pense être son souhait.
Mais on a eu des interventions très claires. Quand le cardinal Sarah, par exemple, un cardinal intégriste, a été mis en couverture de Paris Match, c'est pas du tout la ligne de Paris Match. C'est commercialement, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça marche pas. Donc ça ne pouvait que choquer les rédactions parce que là, il y avait clairement une volonté idéologique venue d'en haut. Mais honnêtement, ces interventions-là, même je pense dans ce qu'on appelle la bolosphère, sont plus rares qu'on le pense. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a un groupe qui fonctionne ainsi, en l'occurrence le groupe CNews, JDD, Europe 1, que tous les groupes avec des actionnaires qui ont des moyens fonctionnent ainsi. En tout cas, moi je sais que ça ne fonctionne pas ainsi dans le groupe au sein duquel je... Putain, franchement, alors, je découvre la vidéo avec vous, je me l'étais noté parce qu'on me l'a envoyé, on m'a dit tiens, tu vas rigoler. Effectivement, c'est rigolo. Non mais putain, mais la blagasse, elle a osé quand même, elle a osé. Caroline Fourest ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît. Elle nous a quand même dit ce move, mais qui est, veut dire, Caroline Fourest en vérité c'est la Philippe Candeloro de l'enculerie informationnelle. C'est-à-dire, elle te dit alors attendez, oh. Moi je bosse dans un bon, c'est vrai que Franc-Tireur ça appartient à Kretinsky. Bon, ça c'est vrai. Kretinsky, je sais pas comment on dit. C'est con parce qu'elle est détenue par Kretinsky et elle bosse avec Raphaël Antoine, c'est crétin tout court. Ça arrive. Et là, elle te dit non, oh. Oui, on est détenu par lui. Mais moi, je l'ai pas vu, le mec. Je l'ai vu 2 fois au détour de... J'ai embrassé les godasses, donc j'ai pas vu le mec. Je sais pas ce qu'il pense, le mec. Puis attends, Kretinsky, il a autre chose à foutre. Comment vous voulez qu'il biaise notre travail? Il fait autre chose, Kretinsky. Il achète des entreprises, il rachète des entreprises françaises, il met à mal notre souveraineté, enfin, il a autre chose à foutre, le mec. Alors, c'est vrai que Kretinsky, il faut quand même se rappeler de cette affaire, parce que ce qui est fou dans Caroline Fourest, alors, elle essaie évidemment de mentir, de noyer le poisson, de détourner l'attention en renvoyant vers Bolloré, mais de manière peu à droite, parce que... Enfin, peu à droite, ça dépend. Elle a une drôle... Disons qu'elle a une manière d'être à gauche qui est peu à droite. Le problème de Caroline Fourest, c'est qu'en plus, elle ment. Elle ment parce que il faut quand même rappeler que Kretinsky avait pesé lors de cette affaire. Le Monde avait révélé ça, enfin le Monde en avait parlé, donc après peut-être que Le Monde c'est un cloaque à néo-nazis, après voilà, faudra voir ce que nous dit Caroline Fourest, mais la rédaction du magazine Marianne en ébullition après la une pro-Macron. La société des rédacteurs de l'hebdomadaire accuse son actionnaire Daniel Kretinsky d'avoir changé à la dernière minute le titre de une du numéro paru le 21 avril et dénonce une atteinte inédite à son indépendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. Regardez la version originale d'une une qui devait sortir à l'entre-deux tours 2022. Marianne voulait titrer La colère ou le chaos. Et la version qui a finalement été publiée, c'était Malgré la colère, éviter le chaos. Avec éviter le chaos sur la tête de Marine Le Pen. Donc ce qui n'a rien à voir. Donc ce qui est fou, c'est que la tentative de manipulation des esprits de Caroline Fourest est lamentable. Enfin, à Caroline Fourest avait compris que c'était lamentable. Et le pire, c'est qu'elle ment. C'est pas vrai. Daniel Kretinsky, quand ça l'arrange, il trouve du temps de manipuler la ligne éditoriale. En l'occurrence, c'est Marianne. Caroline Fourest bosse chez Franc-Tireur, mais c'est détenu par le même type. Donc, sincèrement, que tu cherches à tromper les esprits, allez, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Mais fais-le bien. Fais-le bien. Je veux dire, tu vois, c'est le paradoxe, enfin comment dire, c'est le théorème du proctologue. Mets-moi un doigt dans le cul, mais fais-le avec délicatesse. Bon, Caroline Fourest n'a pas cette délicatesse du proctologue. Et ça m'embête un petit peu. Donc, en plus, pour te servir derrière le truc de nous, notre actionnaire, il est tip-top, de toute façon, je le connais pas, il a autre chose à foutre. Mais par contre, Bolloré, c'est sûr que lui... s'il a pas le temps, il a nommé des gens qui, eux, ont le temps. Parce que Kretinsky, en fait, t'as Kretinsky, hop, le mec qui fait le ménage chez Franc-Tireur. Il y a personne au milieu. Il y a personne qui est... Non, mais je veux dire... Et la rédaction a été formée comme ça par la volonté du Saint-Esprit. Et curieusement, t'as que des mecs qui pensent la même chose dans une espèce de... T'as un mélange de laïcard pro-Israël et pro-atlantiste pour faire la rédaction, que ce soit aussi bien Marianne que Franc-Tireur aujourd'hui. Et encore Marianne, il y a des gens de très grande qualité, notamment Christophe Guilluy qui a une tribune dans Marianne toutes les semaines. Donc ce que je dis, c'est vraiment que pour Franc-Tireur, parce qu'il y a des gens que j'aime bien chez Marianne.
Après, c'est purement arbitraire, évidemment, mais le truc de Caroline Fourest est quand même extraordinaire de mauvaise foi. C'est vraiment ce délire de l'esclave qui arrive encore à défendre celui qui lui donne des coups de fouet, en expliquant que les coups de fouet sont plus forts dans la plantation d'à côté, quoi. C'est un truc que je trouve mais hallucinant. Donc voilà un petit peu sur ce dossier. Caroline Fourest qui est tellement caricatural qu'il en devient comique. Puis pour un truc comme Franc-Tireur qui est un four, de toute façon, qui a besoin justement d'être détenu par un milliardaire et ultra financé pour pouvoir fonctionner un petit peu. Donc c'est terrible. Mais on l'embrasse évidemment, Caroline Fourest, on la salue. Il n'y a pas de souci. Donc, on y va. Donc, je vous l'ai dit, cette nouvelle structuration avec un découpage un petit peu plus clair. La fenêtre actualité internationale, c'est l'idée que j'ai maintenant de découper le Juste Bistrot avec des fenêtres spécifiques et plein de sujets. On parle de plein de choses et on commence avec Donald Trump. Alors ça, c'est un article de l'Opinion que j'ai trouvé intéressant, que je voulais vous partager parce qu'on avait parlé de ce dossier il y a juste après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On avait parlé du fait que Donald Trump voulait quitter certaines instances internationales, dont l'ONU. Et à ce moment-là, beaucoup de pro-Trump avaient dit « mais c'est une super décision, il y en a marre de ces instances internationales qui servent à rien, qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont le symbole de l'ordre mondial », parce que ce soit l'Organisation mondiale du commerce, de la santé, l'ONU et compagnie, ces instances supranationales sont le point de départ d'un gouvernement national. C'est-à-dire qu'au départ, on a créé des coquilles qui n'étaient pas censées influencer la marche des pays, le fonctionnement des pays. Ça, c'était au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, vous voyez avec l'OMS, par exemple, ces instances s'arrogent des droits pour faire changer, pour faire évoluer le fonctionnement des pays. Donc il y a un enjeu assez clair sur la souveraineté des nations. Donc quand Trump a pris cette décision, il y avait cette petite musique qui revenait, on disait, vous voyez, on vous l'avait bien dit, Trump va mettre fin à l'ordre mondial, à l'état profond, tout ce que vous voulez. Bon, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr parce que voilà ce que nous dit l'Opinion du 12 novembre aujourd'hui. Réputé isolationniste, l'Américain redonne actuellement vie au Conseil de sécurité et aux opérations de maintien de la paix. Pour le titre de l'article, c'est pourquoi Donald Trump revient finalement vers l'ONU. Et le chapeau, les diplomates américains présentent actuellement un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destiné à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza. Au cœur des discussions d'appui à cette initiative, le déploiement d'une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne. Donc, j'ai trouvé cette marche arrière assez intéressante parce qu'elle révèle un élément qui, à mon avis, est le plus important, parce qu'au fond, ces instances internationales sont... C'est cet élément-là, si vous voulez, qui me semble important à mettre sur la table, c'est que toutes ces instances sont des joujoux américains. Ce sont des jouets américains. La majeure partie des sièges de ces instances, c'est aux États-Unis. L'ONU, c'est à Washington, par exemple. Alors, pas que, hein, mais on a la création de ces instances supranationales, je vous l'ai dit, au tournant de la moitié du XXe siècle. Et on a une volonté américaine, avant tout, de créer ces instances-là et d'entraîner avec eux leur pays nouvellement dominé en Occident. Et d'exclure les soviétiques, bien évidemment. Donc toutes ces coquilles-là ont été créées dans ce but. C'est pour ça que ça me semblait déjà suspect à l'époque que Donald Trump ait un discours aussi rude, si ce n'est sur des questions de financement, parce qu'on parle d'un coût de 5 milliards de dollars de l'ONU. Il y avait un aspect financier qui avait été mis en avant par Trump. Je vous lis ce que nous dit l'Opinion sur l'aspect financier. Trump a longtemps considéré que les agences onusiennes désavantageaient les États-Unis sur le plan économique et politique. Il estime encore qu'elles coûtent trop cher à son pays, qui prend en charge environ 22% du budget ordinaire de l'ONU et 28% des opérations de maintien de la paix, et qu'elle est défavorable à Israël, d'où son retrait de l'UNESCO et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'arrêt des financements à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Donc, on voit que les États-Unis font une sorte de tango avec ces instances-là, en l'occurrence l'ONU. Trump a critiqué, mais finalement il y revient pour se donner un vernis sur la scène internationale concernant le plan de paix au Moyen-Orient. Et en fait, parce qu'on comprend bien que ces instances internationales ont l'avantage d'être le porte-voix des Américains, mais un porte-voix diplomatiquement indiscutable. C'est-à-dire que
l'ONU, à part Israël, il n'y a personne qui les critique. Mais Israël, ils ont le droit, c'est une autre histoire. Donc, Trump, et c'est plutôt bien joué, Trump revient du côté des instances internationales pour dire, mais vous voyez, c'est poussé par l'ONU. Donc oui, nous, Américains, sommes main dans la main avec les Israéliens. Oui, le plan de paix est hautement favorable aux Israéliens, mais c'est l'ONU. Donc vous voyez bien que c'est pas nous. Et je trouve qu'il y a une dissociation assez malhonnête dans l'action de Trump qui est de revenir vers ces instances-là pour se donner un vernis bien pratique, notamment dans ces négociations au Moyen-Orient. Donc voilà, sur ce point-là, pourquoi je voulais vous parler de cette actualité. Dites-moi ce que ça fait un peu, ce que ça évoque chez vous les amis. On a Hervé Roux qui dit il revient vers l'ONU quand ça l'arrange pour les exécutions extrajudiciaires dans les Caraïbes. ONU pas bien, effectivement, mais c'est une instrumentalisation américaine. Si les Américains payent la plus grande part, enfin représentent la plus grande part de financement de l'ONU, c'est pas pour rien, parce que c'est eux les patrons là-dedans, donc c'est normal, c'est normal. Marion Maréchal, nous voilà, le pseudo qui dit il y en a à Genève des organisations internationales dont l'OMS, absolument. C'est pour ça que je disais une majorité. Effectivement, à Genève, il y a l'OMS, Gavi aussi, l'Alliance des vaccins, dont on va parler bientôt d'ailleurs là-dessus. Stelf 5 qui dit le plan de paix à Gaza et dans le monde est simple, raser Israël de la carte. Ça, c'est ton point de vue, c'est peut-être un peu beaucoup. Je pense que, voilà, mais c'est ton point de coup. C'est ton point de vue du coup. Olivier Marstrez dit c'est un peu étrange ce retournement de veste. Il n'y a plus de saison. Si l'ONU servait à quelque chose, il n'existerait pas. C'est vrai que vu sous cet angle, c'est pas impossible non plus. Donc voilà pour cette première actu internationale. Un autre point, une autre actu dont on parle beaucoup dans les journaux. Vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, voire ces dernières semaines, c'est la situation au Mali. Alors vous l'avez vu, hein, si vous tapez ne serait-ce que Mali sur Internet, qui est le nom du pays. Beaucoup d'actualités sur cette mouvance terroriste qui est en train de prendre la main petit à petit sur le Mali. Donc une mouvance terroriste, pour vous donner quelques éléments de contexte et essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez une détérioration extrêmement rapide de la sécurité au nord et au centre du pays, notamment autour de la capitale Bamako, et c'est tout un réseau djihadiste qui est en train de renverser petit à petit le pouvoir. Un réseau, alors je suis désolé, je ne pourrais pas vous lire le nom, c'est dans une langue que je ne maîtrise pas, mais c'est un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, on va l'appeler JNIM, très exactement. Et l'arme qui est utilisée aujourd'hui, c'est le blocus, notamment au niveau de l'essence et des approvisionnements en tout genre, des approvisionnements qui frappent toute l'économie, notamment aussi les hôpitaux. Et il y a vraiment une situation de crise terrible au Mali, qui pose beaucoup de questions, évidemment, qui inquiète au plus haut point. Regardez par exemple sur le site du ministère français des Affaires étrangères, il y a eu une demande, pour rappeler les Français présents sur place. Vous voyez, c'était le 7 novembre, il est recommandé aux ressortissants français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles. Donc il y a une situation vraiment très problématique dans ce pays-là, avec des enjeux qui semblent complexes, parce qu'on rappelle que le Mali est l'un des terrains en Afrique où les enjeux géopolitiques sont les plus forts, où il y a de vrais affrontements. On rappelle la France qui s'est faite dégager du Mali. On a des milices paramilitaires comme Wagner, qui est la milice russe, qui sont sur place. Qui sont sur place pour supposément faire régner l'ordre, aider le gouvernement malien. Tout est très complexe dans ces situations-là. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable crise. Vous voyez, regarde, par exemple sur ce site qui parle d'actualité africaine, on a toute l'Union africaine qui a appelé un petit peu à l'aide face à la situation au Mali. Donc je vous montre cet article qui parle de ça, avec une véritable aggravation de la situation. Donc ça va en reparler évidemment, dans les jours à venir, mais pour vous dire que sur le plan humanitaire et économique, il y a déjà aujourd'hui c'est une catastrophe à ciel ouvert. Il y a de vraies exactions qui sont menées avec un groupe djihadiste qui risque de prendre le pouvoir dans les jours à venir. Et pour l'instant, la communauté internationale se fait plutôt silencieuse, là où, comme je vous le disais, il y avait de réels enjeux et un duel à distance mené entre la France, notamment les Américains et les Russes, entre autres. On parle pas beaucoup du Mali, il y a quelques échos médiatiques, mais c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en parler un petit peu avec vous sur cette situation-là. On en reparlera dans les jours à venir. Mais comme dit, n'hésitez pas à vous renseigner aussi, c'est important de creuser aussi par vous-même, parce qu'on est sur une situation complexe
avec de nombreux acteurs et des enjeux qui sont évidemment suspects. C'est tout le problème avec ce genre de coup d'État qu'il peut y avoir en Afrique, mais ailleurs. Qui est derrière, qui finance et qui a intérêt à ce que le pays soit renversé. Il y a beaucoup d'enjeux géostratégiques là-dessus, sur lesquels il est pour l'instant difficile de se prononcer. Dans le chat, il y a Orlo Sargerion qui nous dit: les Français aident, mais ça va pas, c'est la faute de la France. Les Français partent, ça va pas, c'est la faute de la France, qu'ils se démerdent. Marion Maréchal nous voilà, qui est toujours sur les instances internationales, qui nous dit Bureau international du travail à Genève. Voilà. Il nous fait la liste, il n'y a pas de problème. Olivier Mars 13 qui dit: après, quand tu dis que les djihadistes sont une plaie du monde, tu passes pour un facho. C'est vrai aussi. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui a eu ce coup de génie, j'en parle dans la farce tranquille tout à l'heure, alors je vous spoil un petit peu, mais Emmanuel Macron qui a eu ce coup de génie, il faut que je vous retrouve la séquence, il a appelé Al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, à rejoindre une coalition. Tiens, j'ai la séquence, je vais vous la montrer, c'est encore le mieux. Voilà. Regardez, hop. Dans la lutte contre les actions terroristes avec plusieurs autres partenaires pour que le travail soit renforcé avec le Liban. J'avais eu l'occasion d'établir le contact quand le président Aoun était venu à Paris avec le président Al-Shara. Et donc là-dessus, dans la lutte contre les actions terroristes du Hezbollah, pour aussi préserver la stabilité, nous allons continuer ce travail. Nous souhaitons aussi appuyer le travail avec les États-Unis d'Amérique pour retrouver des garanties de sécurité et stabiliser la relation avec Israël. Et enfin, j'ai redit l'importance au président El-Shara de ce que nous attendions, c'est que la Syrie soit un acteur plein et entier de notre lutte contre les groupes terroristes et Daeshi dans la région. Voilà, donc Emmanuel Macron qui appelle un ancien djihadiste à lutter contre le terrorisme dans ces zones-là. Voilà. C'est un chef-d'œuvre, on peut pas mieux pour comprendre quand même, malheureusement, ce qu'est l'histoire aussi du XXe siècle, mais toutes ces légères manipulations, on va dire, avec des personnages au parcours plus que trouble et qui sont autorisés par l'Occident, par le plus grand des mystères. Al-Shara qui a d'ailleurs été reçu à la Maison-Blanche il y a 3-4 jours. Donc un personnage évidemment terrible, ancien terroriste. Donc tu vois, c'est pas quelqu'un qui à un moment donné il a volé 3 carambars dans une boulangerie, il s'est repenti, allez rouler jeunesse. C'est un ancien terroriste qui a sans aucun doute du sang sur les mains, dont le groupe terroriste a une responsabilité directe avec l'assassinat de Samuel Paty. Et donc ce mec-là, aujourd'hui, il est reçu à la Maison-Blanche. Donc là encore, c'est pas une question de Trump ou de je ne sais qui, mais qu'on vienne expliquer que en fait c'est un coup des Américains, mais le plan. Bon, je vais pas remettre une pièce dans la machine là-dessus, mais on voit bien que cette capacité du système occidental dominé par les États-Unis à normaliser certaines relations, certains personnages qui ne devraient pas l'être. Zelensky en est le symbole, Al-Shara en est le renouveau, si vous voulez. Zelensky, c'était déjà ça. C'est un humoriste qui a été placé au pouvoir en Ukraine pour le résultat que nous avons sous les yeux aujourd'hui, avec un scandale de corruption en Ukraine qui a pété, donc ça a été évoqué dans plusieurs médias. Regardez, cette affaire de corruption, je vous prends un média suisse qui a parlé de ça si on est sur l'Ukraine. Une nouvelle affaire de corruption touchant le secteur énergétique secoue l'Ukraine. L'Ukraine fait face à une affaire de corruption touchant le secteur énergétique vital pour le pays. Elle soulève la colère de la population plongée dans le noir des heures durant après de récents bombardements russes. Un proche du président Zelensky est impliqué et le ministre de la Justice a été suspendu. On parle d'un vaste système de corruption portant sur quelques 100 millions de dollars. Donc l'Ukraine, qui était un pays déjà hautement corrompu avant la guerre, se retrouve avec un humoriste au pouvoir. Surprise, c'est encore pire après. Donc... Mais c'est passionnant, parce que c'est aussi l'histoire des États-Unis, en tout cas l'histoire du XXe siècle du côté des États-Unis. L'impérialisme américain, c'est pas juste la volonté de dominer des pays soumis, des pays suzerains, overlords, comme on dit en anglais, si ça vous rappelle quelque chose. C'est aussi la capacité à être dans l'ingérence et à mettre en place des dirigeants qui sont dominés et qui sauront rendre l'appareil, comme on dit, à un moment voulu. Donc, les Américains ont mis en place des ordures comme Pinochet
avec des ordures comme Al-Shara, l'histoire continue. C'est pour ça que je suis sûrement dans un biais de confirmation, mais je maintiens ma ligne du danger qu'est l'impérialisme américain. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de preuves concrètes, de preuves tangibles qui me poussent à croire que Trump ne soit pas le nouveau visage de cet impérialisme-là. Et Al-Shara en est clairement le nouveau symbole. Vous avez un terroriste qui est mis au pouvoir en Syrie et qui a été parfaitement normalisé. Israël également a, on va dire, tendu la main à ce mec-là, alors que 1 an plus tôt, on nous disait que depuis l'attaque du 7 octobre, il y avait une guerre civilisationnelle entre le monde musulman et le monde judéo-chrétien et qu'il fallait absolument se battre. Si Al-Shara n'est pas un représentant du monde musulman, moi je suis majorette. Donc toute l'intrication en fait de ces discours-là crée une énorme confusion, alors que je pense qu'en essayant de prendre un peu de recul et avec cette grille de lecture qu'est celle de l'impérialisme américain, je trouve qu'on y voit un petit peu plus clair. Et donc en tout cas, vous le savez, c'est comme ça que j'essaie de décortiquer certaines actualités, de les prendre par l'angle de l'impérialisme américain et de voir ce que ça veut dire. Donc je pense que pour revenir au Mali, qui était notre sujet initial, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dessus, une instabilité dans la zone qui pourrait être profitable pour les Américains, bien qu'on soit dans l'hypothèse. Là, je n'ai pas de preuves. Zabou 1961 qui dit « La judéo-chrétienté n'existe pas et n'a jamais existé ». Je suis parfaitement d'accord avec ça. Je prenais pour le discours qui nous était servi, mais je partage ton point de vue. Anarchizeroid qui dit « T'as bien des anciens terroristes de Daesh qui sont bien revenus en France et accueillis en héros par certains ». Et mon Karim Sachiot-Pierre qui dit il y a des bons et des mauvais terroristes. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous disent les médias aujourd'hui. Et le Falcula Stéphane dit El famoso Doctrine Monroe. Absolument. La doctrine Monroe des États-Unis qui date du 19e siècle. Avec cette fameuse. C'est quoi le terme ? C'est la destinée manifeste. La destinée manifeste. Rien ne peut enrayer la destinée manifeste des États-Unis. C'était au 19e siècle déjà. Un texte, donc Monroe, qui était un président américain, qui avait ratifié une sorte de doctrine en parlant de destinée manifeste. Rien ne pouvait empêcher le développement des États-Unis. C'était, si vous voulez, la feuille de route de l'impérialisme américain. C'était magnifique. C'était magnifique. Voilà, pour cette fenêtre internationale, les copains. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis, c'est pas un changement révolutionnaire, mais on met un peu d'ordre là-dedans. C'est mon côté retaillot. Voilà. L'actu française. Et l'actu française, je voulais vous parler d'un personnage. Je la vois à la télé depuis 2-3 mois et je me dis tiens, ça sent l'embrouille. J'ai creusé, ça sent l'embrouille. Vous avez peut-être vu le minois de cette dame que vous connaissez peut-être, Emmanuelle Brisson. Regardez, je vais vous montrer son visage, sans nul doute que vous avez déjà vu passer cette dame à la télé, dans les médias, même parfois les médias alternatifs. Je valide toujours mon histoire de porosité entre les deux milieux, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Regardez notre amie Emmanuelle Brisson. Elle est partout. Elle est invitée partout. Emmanuelle Brisson, donc c'est la nouvelle, la nouvelle coqueluche de la droite. Regardez, tu tapes son nom sur YouTube, tu as plein de vidéos partout. Europe 1, Sud Radio, des formats YouTube, la chaîne Maxime Rivière, je connais pas. Ça régale. Tu vois, ligne droite, quand je vous parlais de médias alternatifs, Europe 1 chez Pascal Pro, Frontières, Radio RCJ, Radio Courtoisie, partout. Alors je voulais savoir un peu qui c'était, parce que je me suis dit tiens, un personnage qui sort de nulle part, qui nous a imposé un peu vite, un peu fort, je sais pas pourquoi, ça sent pas bon. J'ai cherché, ça sent pas bon. Donc Emmanuelle Brisson, je vais remonter un petit peu le parcours. Elle est née le 8 février 1996 à Biarritz, ça régale, au Pays Basque, comme quoi il n'y a pas que du mauvais, où elle a effectué toute sa scolarité. Elle est jeune, elle est née en 96, elle doit avoir 28-29 ans. Je suis né en 94, donc tu vois, n'étant pas bon en maths, pim poum, le calcul il est fait. Formation études littéraires, Hippocagne. Donc là on est sur quelqu'un qui a lu tout Bruno Le Maire à mon avis. Là c'est du sérieux, ça rigole pas. Après, Master 2 en stratégie et décision publique et politique. Donc on lui a appris à prendre des décisions, comme ça. Elle décide. 4 et 4, allez, on délègue à McKinsey. Elle a appris à faire, elle a le master là-dessus, ça rigole pas.
Donc non seulement études littéraires, elle peut lire les rapports, mais elle peut décider derrière. Donc c'est pour ça que moi j'y vais mollo sur les blagues, parce qu'on parle quand même d'une pointure, d'une gigantesque pointure intellectuelle, Master 2 à l'Institut supérieur du management public et politique. Attention. Dans sa carrière, elle a eu quelques passages dans le privé, notamment en étant journaliste. Elle a bossé chez AXA, par exemple. Je peux vous montrer, vous avez son programme. J'ai trouvé le programme. Attends, merde, ça me l'a téléchargé. C'est un document PDF. Regardez, je vais vous montrer. En plus, c'est beau comme tout, les papiers. Ça, c'est du papier glacé. Hein. Moi, ça me parle. Regarde. Parce qu'elle s'est présentée aux élections en 2024 dans la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. J'y reviendrai, pas de spoil. Tu vois, elle te dit, c'est une pure enfant du pays, études littéraires, j'ai été journaliste avant de travailler dans une grande compagnie d'assurance. Je suis par ailleurs présidente de l'association Biarritz de demain. Voilà. Sur le plan politique, j'ai travaillé pour Jean Lassalle. Donc effectivement, elle a été assistante parlementaire plus ou moins, enfin collaboratrice de Jean Lassalle durant un stage, sauf erreur, avant de rejoindre François-Xavier Bellamy durant les élections européennes de 2024. Donc vraiment, le parcours, tu te dis, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire de ça ? Qu'est-ce que tu veux dire de ça ? Elle nous a créé aussi l'association Vivement Demain. J'ai pas compris. Là, je sais pas ce qu'ils font. Tu peux te taper sur Internet, je sais pas ce qu'ils font. Tu vois, il y a un truc Instagram. Voilà. Vivement Demain pour casser les codes avec Emmanuel Brisson. Bon. Alors pour l'instant, dans les médias, elle casse les couilles, mais elle a une asso pour casser les codes. Donc on verra ce que ça donne. Mais là, l'association. Voilà. Vivement Demain, vivement dimanche, vivement que ça s'arrête, ces conneries. Niveau politique, je vous le disais, assistante de Jean Lassalle, membre des Républicains. Elle s'est présentée. Alors, c'est vrai que passer de Lassalle à Bellamy, faut se mouiller la nuque. Hein. C'est quand même... Tu passes quand même du paysan un peu rude, avec un nez qui fait 6,50 m, une voix rocailleuse, un torrent de cailloux roule dans ton accent, disait Nougaro. Tu passes de ça, la France profonde, à Bellamy, qui n'est pas un mauvais bougre, mais c'est une autre ambiance. Hein. Faut être prêt. Mais Master 2 en est en décision. Donc si elle a pris la décision, elle a un Master 2 pour prendre des décisions. Donc elle savait ce qu'elle faisait. Et donc, elle s'est lancée en politique. Emmanuel Brisson, normal, elle est jeune. Hein, finalement, elle vient de sortir de tout ça. Hein, premier cursus, premières expériences. Elle s'est lancée en politique aux élections législatives de 2024. Dans la 6e circonscription, je vous le disais, des Pyrénées-Atlantiques, elle a recueilli 11,6% des voix au premier tour. Et là, parce que vous êtes malin, je le sais, vu que vous regardez juste milieu, vous êtes des gens aiguisés. Vous n'avez peut-être pas de Master 2 en décision de mon cul sur le buffet, mais vous êtes des gens, vous allez me dire, mais Rémi, qu'est-ce qu'elle branle dans les médias si elle n'est pas élue ? Eh ben je sais pas. Voilà. J'ai pas la réponse. Je sais pas. Même moi, hein, j'ai préparé la vidéo ce matin, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Elle est partout, elle a aucun mandat. Son CV professionnel, bon, c'est pas non plus... Il n'y a pas de quoi péter deux pattes à un canard. Et elle est partout. Alors j'ai creusé, je me suis dit, il doit y avoir une raison quand même. C'est quand même bizarre. Alors, le hasard de la vie a fait... Mais c'est pour ça, je veux pas être non plus dans le procès facile... non. Le hasard de la vie a fait que son daron, à Emmanuel Brisson, c'est un certain Max Brisson, qui est sénateur français. Voilà, ça arrive. Sénateur français et porte-parole des Républicains, d'ailleurs, au Sénat, si jamais. C'est le papa. Donc tu vois qui est également conseiller général puis départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a été vice-président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a été conseiller régional de 92 à 2001. Voilà. Et là je me suis dit, tiens, peut-être on tient quelque chose. Peut-être on a une info là-dessus, quoi. Donc oui, papa est sénateur. Ça peut jouer. Alors après, pour revenir à Juliette Brisson, parce qu'à la limite, tu te dis, bon, pourquoi pas, c'est pas grave, tu vois. Elle a le droit d'avoir une carrière aussi. Il y a des fils d'eux qui ont fait des bonnes carrières en politique. Regarde, par exemple, qui on pourrait dire, Louis Sarkozy.
Non, mais c'est sûr que c'est arrivé une fois. C'est sûr que c'est arrivé une fois. Et alors, sur les positions de Juliette Brisson, vous l'aurez deviné à la liste des médias que je vous citais tout à l'heure. L'immigration, c'est pas bien. L'islam, c'est dangereux. Il faut défendre Israël. Et les dépenses publiques, c'est de la merde. Voilà, hein, vous avez compris la ligne. La droite identitaire et sociale à la sauce frontière CNews. Lutte contre l'antisémitisme et l'immigration. C'est nickel. C'est vraiment le package de l'hégémonie culturelle, enfin du renversement qui est en train de s'opérer en termes d'hégémonie culturelle. Et donc, si vous voulez, en plus j'ai dit Juliette, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit Juliette Brisson, ça n'a absolument rien à voir, c'est Emmanuel Brisson, excusez-moi. J'ai n'importe quoi, j'avais envie de l'appeler Juliette, alors qu'en fait elle ne s'appelle pas Juliette. Donc le discours c'est du classique, hein, je vous disais, elle est imposée chez Europe 1 dans tous les médias qui veulent entendre ce genre de discours. Et puis, on va être très clair, c'est une jolie femme. Donc aujourd'hui, de toute façon, la politique française est faite de jambon. Prenez de jambon d'ailleurs. Bardella, Knafo, Juliette Brisson. Si c'est pas un tri qui est fait à la gueule, je ne sais pas ce que c'est. Rendez-nous les Robert Hue. Rendez-nous Arlette Laguillet. Rendez-nous des politiciens qui avaient autre chose à foutre que des photos sexy pour Instagram, tu vois. Donc c'est évidemment un paramètre à mettre sur la table, mais parce que c'est l'une des bases du marketing, mais c'est même une base presque anthropologique, hein. Voilà, les jambos réussissent plus dans la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que j'ai réussi moi? Eh ben non. Bon ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Elle passe bien à l'antenne, c'est une bonne cliente comme on dit. Alors, sur, je vous l'ai dit, ces points de vue, sur ses positions dans les médias, on peut faire un jeu rigolo. Tu tapes son nom sur Twitter, tu vas avoir des extraits qui remontent. Alors déjà, tu vois, invité le 21 octobre sur France Info, le 15 octobre, le 12 octobre. Je rappelle, elle n'a pas de mandat, donc elle est invitée en sa qualité de... voilà, par exemple, quelques extraits pour vous faire une idée des points de vue de Juliette Brisson. Pourquoi Juliette? Oh, ça suffit, Emmanuel Brisson, merde. Si ça continue, il va falloir qu'elle change de prénom parce que ça commence à me saouler. Pour vous faire une idée des points de vue, tiens. J'estime que quand des personnes étrangères viennent en France, elles respectent la France. Pensez-vous aujourd'hui que le drapeau français est un drapeau d'oppression? Ben, c'est un drapeau qui est lié à des oppressions, on peut pas le nier. Je veux dire, quand vous parlez à un Algérien, vous demandez à des Maliens et autres... Mais on est en France. Moi, je vais pas aller au Mali en disant que le drapeau malien est un drapeau d'oppression. Quand je vais au Mali, je respecte le pays, d'accord? Oui, mais la différence, c'est que... la différence... Mais si vous avez honte de la France, partez. Mais vous essayez de vous approprier... Tu vois, donc, on est... De toute façon, je vais vous spoiler le truc, hein. On est sur du Sarah Knafo républicain. C'est la même chose. Est-ce que vous allez participer, comme Henri Guénaud mardi matin, à ce rassemblement de soutien, d'hommage, si je puis dire, à Nicolas Sarkozy, donc qui a été condamné pour association de malfaiteurs? Bien sûr, je serai présente mardi, mais moi je suis outrée. Je suis outrée que ma famille politique n'ait pas eu l'idée d'organiser une telle manifestation. Excusez-moi, mais quand Marine Le Pen a eu son exécution provisoire, le Rassemblement national a immédiatement organisé une manifestation. S'il arrivait la même chose à Jean-Luc Mélenchon, je pense que toute la gauche et toute l'extrême gauche seraient actuellement place de la République. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Voilà, ça suffit, hein, elle a dit. Elle a dit ça suffit, hein. Alors après, bon, sur Twitter, tu vas trouver plein de trucs, tu vois. Là, c'est marrant, c'est des petits mots, c'est un quiz. Elle doit trouver un mot par personnalité politique, écoute. Sandrine Rousseau. Un gag. Je vais te donner quelques noms. Ok. Et tu vas me dire spontanément ce que t'en penses. Emmanuel Macron. Pyromane de la politique. Marine Le Pen. Courageuse. Nicolas Sarkozy. Panache. Sandrine Rousseau. Un gag. Jean-Luc Mélenchon. Dangereux. Rachida Dati. Pugnace. Jean Lassalle. Je l'adore. Le meilleur. Yael Braun-Pivet. Hors sol. Bruno Retailleau. L'ordre. Bruno Le Maire. Le Mozart de la finance. C'était pas Macron, ça? Aussi, les deux, je dirais. Parce que c'est à cause de lui qu'on en est là, il a fait flamber les caisses. Mathilde Panot. Aucun intérêt. Louis Boyard. Un dealer. Louis Sarkozy. Je l'aime beaucoup, il est extrêmement talentueux. On le juge beaucoup, alors qu'il aurait pu faire tout autre chose. Comme s'appelle Sarkozy et Athias, on peut avoir une belle expérience dans le privé. Donc voilà, je lui souhaite beaucoup de succès. Sandrine Rousseau. Voilà, alors bon, c'était en un mot. Peut-être elle est un peu con, après c'est pas grave, mais c'est vrai que ça fait pas un mot. Tu vois, sur Sarkozy, par exemple, il y a une séquence qui tourne beaucoup. Le 10 novembre, elle nous a dit ça sur Radio Shalom. Deux poids, deux mesures, pourquoi? Parce qu'on a d'un côté les tabasseurs de flics, les voyous qui sont dehors dans notre pays, et d'un autre côté, on a un ancien président de la République qui est derrière les barreaux. Aujourd'hui, on a dans notre pays
des magistrats qui vont s'arroger de décider qui peut parler, qui peut être élu, qui peut être brisé. On a peut-être demain la favorite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, qui ne pourra pas être candidate. Pourquoi ? Parce que les magistrats l'ont décidé. Donc c'est quand même très grave ce qui est en train de se passer. Il y a une véritable dérive. Et moi, j'ai envie de l'exprimer aujourd'hui. Je suis très inquiète pour la justice de notre pays. Voilà, donc, bon, on va pas regarder 250 000 séquences, vous avez compris l'histoire. Pourquoi je vous parle de cette personnalité ? Parce que on est dans la multiplication. Alors la semaine dernière, je vous ai ma petite théorie sur la fabrique à Macron, dans une vidéo, j'espère que ça vous a plu, et en tout cas que ça a créé des réflexions. Ça, c'est une nouveauté, j'ai l'impression, cette fabrique à Macron, pour que le système puisse se dupliquer. Mais comme toute industrie qui fonctionne, on multiplie les lignes de production quand ça marche bien. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, la droite, l'extrême droite, on va dire ce discours conservateur revient à la mode. Je ne vais pas vous refaire mes développements des dernières semaines, on en a beaucoup parlé. Et donc, il faut multiplier les personnalités de sorte à inonder l'opinion publique et faire croire que ces idées sont dominantes. C'est le principe d'hégémonie culturelle. Je vais beaucoup vous en parler d'ici 2027. L'hégémonie culturelle, si vous voulez, donc théorisée par Antonio Gramsci, communiste des années 30 en Italie, emprisonné une grande partie de sa vie, qui a expliqué, entre autres choses brillantes, qui a expliqué que si vous voulez conquérir un pays, il faut d'abord conquérir les cerveaux. Donc, cette espèce d'unanimité intellectuelle qui se dessine concernant le conservatisme, ben, il faut l'alimenter. Donc, il faut plein de personnalités. Bardella, Knafo, ça suffit pas. Parce que, au fond, pour le système en place, pour l'état profond, si vous voulez, en France, Bardella Knafo, c'est la même salade. Et ils s'en foutent de qui va manger la galette à la fin. Ils s'en foutent. Il faut juste qu'il y en ait un de cette équipe-là qui gagne. Comme ça, le système peut se maintenir en donnant l'illusion au peuple qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc pour ça, comme le faisait la gauche fut un temps, avec la multiplication des intervenants de gauche, des penseurs de gauche, de tout ce que vous voulez, quelqu'un comme Michel Onfray d'ailleurs est arrivé dans ce monde-là. La gauche caviar des années 90, c'était la même chose. C'est-à-dire on multipliait les prises de parole, les intervenants, les penseurs, les politiciens, tout ce que vous voulez, pour donner l'impression de l'unanimité. C'est-à-dire que pour conquérir les cerveaux, il faut donner l'impression de l'unanimité. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça veut dire que vous êtes tout seul. Donc, petit à petit, tu te dis « Ah, mais attends, si je ne pense pas comme la masse, c'est peut-être que j'ai tort. » Donc, c'est le principe d'isolation des citoyens et de faire croire qu'un discours est presque universel. Sauf qu'il ne l'est absolument pas. Aujourd'hui, ce que dit Sarah Knafo, ça ne peut pas être universel parce que c'est complètement con en partie, notamment ces histoires de réduction des dépenses publiques. Je reprends cet exemple qui est le plus caricatural. Sarah Knafo veut privatiser le service public pour économiser 4 milliards d'euros par an, mais elle te dit que la taxe Zuckman, ça sert à rien parce que ça permet d'économiser 5 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez bien que c'est ridicule, mais on va créer cette unanimité et on va la créer en inondant les médias, en inondant les espaces de prise de parole. Et donc pour ça, tu peux pas tout le temps mettre la même personne. Ça se voit, sinon. C'est un peu comme les sondages manipulés de France Info. Si tu mets Sarah Knafo ou Bardella tous les jours à la télé, les gens vont flairer un truc. Tu vas te dire, tiens, ils veulent nous vendre ça, à mon avis. Donc, tu as plutôt intérêt à mettre plein de personnalités. Mais quand je dis ça, c'est une analyse structurelle, hein, les amis. C'est exactement pareil avec la gauche dans les années 2000, hein, vous inquiétez pas. Et ça a duré presque 15 ans, hein, où on a mangé en fait des discours qui allaient tous dans le même sens, avec des personnalités qui étaient présentées comme différentes. Donc, comprenez bien que c'est un changement de paradigme. Moi, je m'en fous que ce soit de droite ou de gauche. Ce système de domination des esprits me semble dangereux en l'état. Donc, que ce soit l'extrême gauche à l'extrême droite, j'en ai rien à foutre. Ce qui me semble dangereux, c'est qu'on manipule l'esprit des gens. Donc, Juliette... Oh putain Emmanuel Brisson, c'est un nouvel avatar de cette volonté de domination des esprits. La meuf sort de nulle part, et je vous l'ai montré, hein, elle n'a aucun mandat. C'est-à-dire, elle est là en vertu de quoi ? Elle a bossé 6 mois avec Jean Lassalle, elle a vendu des contrats d'assurance chez AXA. C'est-à-dire, il faut ça pour être invité dans les médias, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas les faits qui se sont penchés sur son berceau, tu vois c'est quand même extraordinaire. Là où tu te dis qu'une Sarah Knafo, au-delà d'être une arriviste, a au moins eu la cohérence dans son parcours d'être fabriquée par le système en place et qu'il y a une continuité, je veux dire, Emmanuel Brisson, ils sont allés nous la chercher, mais vraiment...
c'est la chef du BDE, quoi. Vraiment, elle a écouté Edith Piaf 2-3 fois, Les Oies Sauvages, elle a été un peu à droite, vas-y, allez, viens à la télé, viens dire des trucs, t'as une belle gueule, on va y aller. Donc, des personnages comme ça, on va en voir une pelletée, mais une pelletée, parce qu'il va falloir installer ce discours de domination des esprits. Et donc, je reviens, vous savez, c'est un de mes autres chevaux de bataille en ce moment, on va l'avoir partout sur les médias alternatifs. C'est ce que je vous disais. Je vous l'ai montré sur YouTube. Elle a déjà fait du Radio Courtoisie. Elle a déjà fait du Ligne Droite. Donc, on va faire un bingo. Si vous la voyez sur des médias alternatifs, vous m'appelez. Et puis, à mon avis, d'ici 2 mois, on va l'avoir dans plein d'endroits. Je vous le dis tout de suite parce que ces personnages sont fabriqués pour ça. Elle est déjà dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas. Personne ne la connaît. Elle n'a aucune raison d'être là. Mais elle est invitée aussi bien sur France Info que sur Ligne Droite. Sur Radio Courtoisie. Il y a ce ping-pong, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais même pas ce qu'elle a à dire, tu sais même pas avec qui elle est politiquement. Elle te parle des Républicains, mais à mon avis, ça va swinguer avec Nafo d'ici 6 mois. Donc, vraiment, j'insiste avec ça, parce que j'en ai dit des conneries, hein, mais j'en ai dit plein. Mais la confusion mainstream alternatif pour dominer les esprits de manière encore plus puissante, qui plus est avec ce genre de personnage fabriqué et sorti de nulle part, je pense franchement qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, et j'ai peut-être l'impression d'avoir pas dit une connerie sur ce coup. Je vous dis pas que c'est la vérité absolue, je vous dis que ça offre une grille de lecture qui, j'espère, est pertinente, parce que quand on voit une Emmanuelle Brisson qui sort d'absolument nulle part, qu'elle est catapultée de partout, et que le hasard de la vie fait qu'elle est partout pour répéter le discours que le système en place veut imposer, le monde est quand même bien fait, hein. De manière vulgaire, j'oserais dire, c'est quand même bien branlé tout ça. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de ce personnage que je trouve très intéressant à plein d'égards, et qui révèle certaines choses, et à mon avis, elle n'est pas la seule. On va en manger une paire, des gens comme ça. Donc, ça, c'était pour Emmanuelle Brisson, un peu l'actu française, cette fenêtre que je voulais vous proposer sur elle. Et on va finir sur... avant que je vous fasse une annonce pour demain, vous allez rire demain. On va finir sur une fenêtre culturelle. Parce que j'ai envie, parce que c'est comme ça. Fenêtre culturelle avec... Alors ça, fallait que je vous en parle. Le Booker Prize, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une récompense littéraire internationale. Alors, avant d'enchaîner, je vais prendre vos commentaires. C'est vrai que je suis passé du coq à Francis Lalanne à toute vitesse. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous pensez du cas Emmanuelle Brisson. Dites-moi un petit peu. Il y a Dolce G qui dit « Salut, ce serait pas une candidate de Attali par hasard ?» Alors, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas eu d'éléments là-dessus, mais si j'en trouve, de toute façon on va m'expliquer que c'est parce que je suis pro Asselineau, tu vois, donc on verra. Mais pour l'instant j'ai rien. Olivier Mars 13 nous dit: les amis, pour l'après Juste Bistrot, je vous invite à suivre l'atelier constituant sur la chaîne YouTube Nexus Magazine en direct avec Étienne Chouard, hyper instructif. Falcula Stéphane, je suis complètement d'accord avec toi. Karim CHU de Pierre, rien à voir, mais très bonne émission avec le précepteur, merci camarade. Isa Tricot dit: je préfère Juliette, ben, vous voyez, j'étais dans le vrai. Donc voilà, et Marion Maréchal nous voilà, dit quels sont ses liens avec Jacques Attali, à Emmanuelle Brisson. Ben justement, j'en ai pas, ce serait quand même cocasse qu'on en trouve. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'en ai pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on continue avec le volet culturel et ce que je voulais évoquer avec vous, donc le Booker Prize. Vous le savez ou pas, qui est une récompense littéraire britannique créée en 1968, donc ça ne nous rajeunit pas, et qui tous les ans récompense un livre de langue anglaise, donc écrit en anglais, et c'est un prix quand même très scruté à l'international. Booker Prize, quand tu l'obtiens quand même, c'est pas déconnant. On a eu des gens comme Salman Rushdie qui l'ont eu, on a eu des types comme, parmi les plus connus, William Golding, par exemple, qu'on connaît pour Sa Majesté des Mouches, peut-être, Kodzi, qu'on a eu également, Kazuo Ishiguro, également. Il y a eu du beau monde. Margaret Atwood, en 2000, j'ai la liste sous les yeux, par exemple, dans les grands noms, on va dire, après d'autres que je ne connais pas. Margaret Atwood, qu'il a eu 2 fois d'ailleurs. Et cette année, le Booker Prize est un livre qui s'appelle Flèche, qui veut dire chair, en anglais chair comme chair humaine. Et il est écrit par un britannico-hongrois qui s'appelle David Zalai. Je vous montre l'article du Monde qui en a parlé. C'était hier, ça s'est passé hier. Je vais vous lire le résumé du bouquin
tel qu'il est présenté sur la page Wikipédia. Mais ce matin, j'ai lu ça dans le journal. En fait, j'ai creusé le truc. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Je vais vous lire des bouts de résumé du livre. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. C'est anecdotique, mais j'ai pas pu m'empêcher de me marrer. Le livre raconte l'histoire d'Istvan, adolescent timide et maladroit vivant dans une cité HLM hongroise. C'est un garçon vierge de 15 ans qui entame une relation avec une femme mariée de 42 ans, décrite dans les critiques du roman soit comme une tentative de manipulation de la part de la femme, soit comme une liaison clandestine. L'aspect inhabituel de ce roman réside dans la manière dont l'auteur présente Istvan comme restant grossier, inarticulé et rustre, malgré son ascension dans le monde des ultra-riches. C'est un papier de la Société de Presse que j'ai lu aussi pour vous préparer ça. Il est resté, et c'est citation de la Société de Presse, qui est l'AFP anglo-saxon si vous voulez, il est resté en quelque sorte bloqué à l'adolescence, incapable d'interagir pleinement avec les autres adultes. Il semble que les relations physiques soient le seul moment où il puisse véritablement nouer des liens avec eux. Vous pouvez regarder la page Wikipédia du bouquin. Alors, elle est en anglais, mais avec Google, tu peux traduire en français. Si vous voulez, je vous la mets dans le chat Twitch, les amis, si vous voulez creuser le truc. Ça m'a fumé de rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, c'est quand même très proche. Alors, hasard Balthazar, attention. Mais c'est vrai que si Macron claque son meilleur procès en plagiat, on saura pourquoi. Parce que quand même... il y a un truc qui est un peu coquin. Donc c'est le Booker Prize, voilà, vous le savez. On parle de tout sur le Juste Bistrot, de culture, Booker Prize. Et ce livre de David Zalaï qui s'appelle Flèche, qui sera traduit en français bientôt, sans nul doute, je le lirai, je vous en reparlerai, mais j'ai trouvé quand même que, voilà, il y a la girafe 84 qui le dit dans le chat, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite, sans nul doute, ça m'a fait marrer, donc je voulais vous parler de ça. Les amis, on arrive à 18h05, la farce tranquille a commencé, je vais vous renvoyer gentiment vers l'épisode. Voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner. Vous savez, je chiale pas beaucoup sur les histoires de Shadowban, mais la vidéo avec le précepteur, je suis un peu deg. Je vais pas vous mentir, je suis un peu deg parce que je suis super content de cette vidéo. J'adore vraiment le précepteur. Je trouve je suis content de la vidéo parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à apprendre pour comprendre un peu autrement ce qui se joue autour de nous. Et la vidéo a fait 26 000 vues. J'interviewe un mec qui a une chaîne YouTube d'1 million. Et il y a une chaîne YouTube qui est très bien, qui s'appelle Les Découvreurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils l'ont interviewé il y a 9 jours. Ils sont à 60 000 vues. Je me suis dit, merde. Et c'est une chaîne qui a 150 000 abonnés. Juste au milieu, on a 430. Et je me dis, bon, je vais pas chialer tous les 4 matins sur la censure, Shadowban et tout. Là, factuellement, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tuile. Bon, bah, c'est pas grave. C'est la vie. Mais en fait, je suis juste déçu. C'est pas tant pour les vues. Après les vues, ça va, ça vient. C'est pas grave. Et de manière générale, je touche du bois. Ça marche très bien. Mais c'est juste, je suis un peu deg parce que je pense que la vidéo peut être intéressante et qu'elle peut intéresser plein de gens pour essayer de mieux comprendre des enjeux politiques qui concernent tout le monde. Donc voilà, je suis juste déçu par rapport à ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'interview d'ailleurs des Découvreurs qui est très bien, hein, je vous invite à le regarder évidemment, je me suis dit merde, il y a quand même une couille dans le pâté. Enfin, c'est quand même bizarre qu'une vidéo qui soit 4 fois plus petite, qu'une chaîne YouTube qui soit 4 fois plus petite fasse plus de vues. Enfin bref, après c'est pas un concours de zizi, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, je voulais vous en parler. Si vous voulez faire des coups de pouce sur les vidéos, on vous le demande beaucoup de relayer, de partager et tout. Bah, factuellement, voilà, sur Juste Milieu, j'ai l'impression qu'on est un peu sous l'air. Alors après, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est sur YouTube, c'est comme ça. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura du changement par rapport à ça. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais on va bricoler avec YouTube parce que ça commence à me casser les pieds, pour vous le dire gentiment. Tout ne sera plus sur YouTube. Ce sera gratuit. Vous le savez, on a déjà la boîte noire qui est un programme payant avec des sujets vraiment chauds sur lesquels je ne peux pas parler, donc ça c'est certain, mais on va trouver une formule intermédiaire où il y aura un nouveau format, je vous le dis tout de suite, voilà, vous êtes les fans de chez Fan, donc là vous êtes les plus sérieux, donc je vous le dis en avance, on va travailler un nouveau format vidéo qui sera hybride
entre la scène et les vidéos, parce que j'ai une liberté d'expression sur scène qui est plus importante que sur YouTube. C'est-à-dire que quand je parle sur scène, je pense pas à des trucs où attention à tel mot, à telle phrase, à tel machin, et j'en ai marre, parce qu'en fait sur YouTube, je vois que ça se pète la gueule, on fait des vidéos qui font pas de vues, il y en a certaines qui font plein de vues, mais j'ai pas envie de tous les jours vous dire on est censuré, je sais pas quoi. Faut jouer avec les règles de YouTube. Bon bah c'est comme ça, on est shadowban, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 5 ans qu'on crie dans le désert, ça change rien. Il y a eu un nouvel algorithme d'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas shadowban, peut-être c'est juste l'algorithme, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que on va contourner le problème, parce que moi j'ai envie de faire des vidéos comme je l'entends, et j'ai envie de faire des vannes comme je l'entends. Avec les élections, je vais faire des vannes qui piquent, il va y avoir des trucs évidemment qui vont pas aller à YouTube. Donc je vous le dis tout de suite, il va y avoir un format vidéo qui ne sera sur aucune plateforme. On va l'héberger chez nous et on le partagera aux gens qui sont sur la newsletter Juste Milieu. C'est un contact direct qu'on a avec vous. Et on va faire ça parce que j'en ai plein de cul de ces histoires de shadowban et compagnie. Donc si vous voulez recevoir ce format là qui commencera au début de l'année 2026, rejoignez-nous sur la newsletter Juste Milieu. Il y en aura un tous les 15 jours au début, on pense que c'est ça, c'est encore à calibrer, et après ça va s'accélérer parce qu'on se rapprochera des présidentielles, et il y aura ce format-là qu'on vous enverra seulement par mail, et il sera publié nulle part ailleurs. Et il n'y a pas d'odyssée, il n'y a pas de je sais pas quoi et tout. Ce sera les gens qui nous suivent, qui nous donnent de la force avec la newsletter. La newsletter, c'est gratuit. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter les revues, pas les revues, ça vous faites ce que vous voulez. Vous nous donnez de la force. Et ben voilà, il y aura un truc où on va se régaler. Et on est en train d'imaginer le format. Et j'aimerais vraiment un truc hybride où je puisse être debout comme si j'étais sur scène et me régaler en fait. Essayer de vous régaler, qu'on se fende la gueule parce qu'on se rapproche des présidentielles. Ça va pas être drôle. Et j'ai pas envie de passer ma vie à vous dire ah, machin il est comme ci, machin il est comme ça, en mettant des trucs pas forcément drôles parce que je peux pas dire ce que je veux. Ceux qui ont vu le spectacle Zinzin, je pense, pourront être d'accord avec moi que ça va plus loin que dans les vidéos, qu'il y a des vannes que je peux pas faire dans les vidéos. Mais j'en ai plein le cul en fait de parler de shadowban, je sais pas quoi. Il faut jouer avec les règles du jeu. YouTube est une plateforme privée et ils font ce qu'ils veulent. Donc on peut chialer toute la journée à dire on est shadowban, on est shadowban. De toute façon, on est sur une plateforme privée. Donc on remet notre destin entre les mains de YouTube. Demain, ils peuvent fermer Juste Milieu comme ça. Donc faut pas se raconter d'histoire. Et donc ce format-là arrivera par mail pour ceux qui nous suivent, qui nous donnent de la force. Je vous donne le lien dans le chat Twitch si vous voulez. Dès maintenant, être abonné à la newsletter Juste Milieu. On va en reparler, je vais en parler dans les épisodes de La Farce Tranquille pour préparer tous ceux qui le veulent et qui seront évidemment qui seront les premiers informés de ce format. Si vous voulez pas le rater, inscrivez-vous dès maintenant. Et ça va être un format, j'ai envie de faire un truc un peu stand-up en fait, limite. On va essayer de trouver un décor un peu cool. Enfin, on va vraiment bien taffer pour vous proposer un format où j'aimerais que voilà, tous les 15 jours, pendant 30-40 minutes, vous vous mettiez dans le canapé avec vos potes, avec votre famille, apéro, cacahuètes, et on se fend la gueule. Et on se fend la gueule. On est dans la tradition Juste Milieu et il n'y a pas de calibrage. Peut-être même ce sera en live, on verra comment on se démerde, ou peut-être pas, parce que on va voir, mais on veut faire un truc pour vous faire kiffer. Et très égoïstement, j'ai aussi envie de me faire kiffer. J'aime tellement la scène, j'aime tellement en fait cette façon de faire qui est différente des vidéos un peu plus calibrées, même par rapport au Juste Bistrot, que j'ai envie de vous emmener avec moi dans cette aventure sur un format hybride. Et puis après, le Graal, ce sera si on se retrouve dans les salles de spectacle, parce que le spectacle Zinzin, je vous le dis, et pour finir là-dessus, avant de vous annoncer une grosse surprise pour demain, c'était pas prévu, j'ai décidé ça ce matin, le spectacle Zinzin continue, le spectacle va beaucoup évoluer, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, tous ceux qui sont déjà venus, si vous avez envie de revenir, parce que si vous n'avez pas aimé, c'est la vie, mais je vais, là pendant les vacances de Noël, on va fermer Juste Milieu toute la moitié de décembre, la deuxième moitié de décembre, on reviendra au début de l'année, et en vacances on va souffler, on a fait une belle année qui a été riche en émotions avec vous, il s'est passé plein de choses extraordinaires, et je vais profiter des vacances pour rien faire sauf réécrire le spectacle. Je vais le remettre à jour parce qu'il se passe tellement de choses. Ceux qui ont vu le spectacle savent qu'il est très lié à l'actualité, même les sketchs, en fait tout le spectacle a beaucoup évolué pour suivre l'actualité, et donc je vais le remettre à jour. Je vais retaffer parce que même moi à jouer en fait j'ai envie de rajouter plein de trucs, donc je vais m'éclater à réécrire plein de choses. Le sketch sur l'Eurovision va changer, donc il reste plus que 2 représentations, il reste Paris et Genève. Normalement à la rentrée à Montélimar fin janvier il y aura un nouveau sketch et tout va changer. Ceux qui ont vu le spectacle, le grimoire ça va être complètement réactualisé, les fact-checkers ça va être réactualisé, la fin change tous les soirs parce que c'est ce format C'était mieux avant où j'ai envie de faire des choses un peu plus à la minute comme on dit en cuisine.
Et toute la première partie du spectacle va être reconstruite avec plein de nouvelles actualités. Et mon défi, en fait, c'est de rentrer sur scène et de pas vraiment savoir moi-même ce que je vais dire, parce que c'est bien plus excitant, c'est vraiment chouette. Donc, pour vous dire que l'année prochaine, on a une belle tournée encore et on va s'amuser. On va vraiment s'amuser. Donc, voilà les amis, je finis là-dessus. Demain, qu'est-ce qui se passe ? Demain, le retour d'un homme. Le retour d'un homme. Je vais pas dire le nom. Je vais vous laisser mariner. On se retrouve demain à 16h45 dans le Juste Bistrot. On va parler d'un homme que vous connaissez tous, à qui on doit énormément. Parce que oui, il a fait son retour. Je vous en dis pas plus. Demain, soyez là, on va se fendre la gueule. On va se fendre la gueule. J'en frétille d'impatience de parler de lui. Je vous donne rendez-vous demain, les copains, 16h45. Et puis la farce tranquille. Voilà, si vous voulez y aller, c'est sur la chaîne, c'est disponible. Comme je vous le disais, si vous voulez nous aider, vous likez, vous pouvez partager autour de vous. Et puis voilà, on avance, on continue à se fendre la gueule, on est ensemble. Je vous embrasse les amis, passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France. Et à demain, ça va être bien. À tous mes enfoirés, la foule